Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être pu vous rendre disponible pour ce webinaire avec, pour votre banque, hein, donc la Banque Populaire Alsace, Lorraine, Champagne. Je me présente rapidement, je suis Rodolphe Croce, je travaille pour BPCE Eurotitres, le métier de la bourse. Donc, d'une certaine manière, on se connaît à travers le truchement de vos portefeuilles. Et j'ai le grand plaisir de vous présenter Adrien Henry de Kepler Chevreux, monsieur le spécialiste du marché du luxe. Et donc, ce soir, on va parler du marché du luxe. Alors, vous avez peut-être certaines valeurs en portefeuille, c'est pas tellement le sujet. On va essayer de vous exposer ce qu'est le luxe, comment ce marché peut réagir actuellement en économie, et puis on va aussi vous expliquer comment travaille un analyste financier, un analyste action, et comment il arrive à certaines conclusions. Donc, sans plus attendre, peut-être on peut passer juste après. Alors, chose pas très sexy à faire, mais on va quand même vous le dire. Ce qu'on va se dire ce soir, c'est avant tout à but purement pédagogique pour vous expliquer comment travaille un analyste action. Donc, on va citer des actions, bien sûr. Les opinions sont celles de Kepler Chevreux, en tout cas celles d'Adrien. Ne les prenez pas pour argent comptant, ou en tout cas, elles sont à pure, simplement là pour illustrer les propos et soutenir ce qu'on va pouvoir vous dire. Voilà, ça c'est plutôt à garder en tête. Naturellement, au cours de cette séance, n'hésitez pas à poser des questions. C'est aussi un moment d'échange, donc vous pouvez poser des questions quand vous allez directement dans notre espace sur lequel vous nous voyez. Vous avez en haut normalement conversation, et donc vous pouvez nous poser des questions, et si certaines sont très intéressantes, on pourra les prendre même en cours de route. Sinon, on pourra les garder pour la fin de cette séance qui va durer 1 heure. Et donc, sans plus attendre, Adrien, si tu as envie de nous parler un peu, de savoir qui est Kepler Chevreux. Merci Rodolphe. Bonsoir à tous. Donc effectivement, un analyste financier et de la maison, on va juste parler rapidement de qu'est-ce que Kepler Chevreux et puis qu'est-ce qu'une société de bourse, parce que on entend beaucoup parler de la bourse, mais c'est toujours bien de ramener un petit peu d'où viennent les recommandations boursières et de quelle maison on parle. Donc moi, je m'appelle Adrien Henry, je suis responsable de l'équipe qu'on appelle Retail, c'est-à-dire l'équipe de recherche qui est destinée à la banque privée, à la gestion de patrimoine. D'où ma présence ce soir. Je suis dans une maison qui est historiquement, en tout cas depuis 2013, est reliée avec une autre banque qui est le Crédit Agricole et avec lequel on travaille. Et puis, depuis plusieurs années maintenant, avec BPCE, dans le cadre d'une couverture d'actions, de 50 actions qu'on suit pour le compte de BPCE. Globalement, qu'est-ce que Kepler Chevreux? Qu'est-ce qu'une société de bourse en fait? Une société de bourse, c'est 3 métiers différents. Il y a le métier auquel j'appartiens, qui est l'analyse financière. Ça, on appelle ça la recherche action. Il y a un deuxième métier qui est celui de la salle de marché. Donc là, c'est dans lequel vous retrouvez les vendeurs. Donc ce sont des personnes, on voit souvent, en tout cas, on a vu dans les films comme le Loup de Wall Street, un petit peu ces salles de marché où travaillent les vendeurs pour pousser les actions auprès de leurs clients. Voilà, l'analyste va sortir une note sur Total le matin ou sur Hermès, ce sera plus dans le cadre de notre conférence aujourd'hui. Et le vendeur va essayer de pitcher la société à son client et dans un certain cadre d'acheter des actions pour le compte de son client. Et ça, c'est le troisième métier qui rentre en ligne de compte, c'est le métier de trader. Donc les traders, en fait, très simplement, il vient sur le marché pour aller chercher le nombre d'actions nécessaires pour le client et faire l'achat directement sur le marché. Ça, c'est les 3 grands métiers. Nous, on a une spécificité chez Kepler Chevreux, c'est d'avoir en fait des bureaux de recherche, d'avoir une approche qui soit européenne. C'est-à-dire qu'on est présent dans des grandes villes européennes, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, la France bien sûr, le Royaume-Uni. Et cette approche en fait européenne nous permet d'être au plus près de nos clients qui sont donc des sociétés de gestion, des fonds d'investissement. Et aussi au niveau des sociétés, donc
typiquement, on va suivre des sociétés espagnoles avec des clients espagnols et rencontrer des sociétés espagnoles pour les mettre en contact avec les clients. Et donc, cette approche européenne nous permet vraiment de suivre pas que des sociétés françaises, mais aussi des sociétés européennes. Ça devient très intéressant quand on a envie de faire une analyse sur un ensemble d'un secteur. Par exemple, le secteur du luxe, il n'y a pas que des valeurs françaises, il y a aussi des valeurs beaucoup italiennes. Et donc là, on suit des Moncler, des Prada, enfin ce type de titre aussi. Donc ça, c'est pour l'approche européenne. Les différents métiers. Donc moi, je vais vous parler du mien parce que effectivement, c'est l'analyse financière qu'on va regarder aujourd'hui. Globalement, en termes de volume de marché dans notre salle de marché, juste pour les clients retail, c'est-à-dire la banque de détail, la banque privée, la gestion de patrimoine, chaque jour dans notre salle de marché, c'est une centaine de millions d'euros d'échanges boursiers qui se fait. Donc, c'est-à-dire à l'achat comme à la vente, c'est tous les jours dans notre salle de marché, c'est une centaine de millions d'euros, donc des clients du Crédit Agricole, des clients de BPCE, qui passent, donc vos ordres passent par notre salle de marché. Dans le cadre de notre contrat avec BPCE, on suit donc une cinquantaine de valeurs et on écrit des articles thématiques sur tous les mois et qui sont disponibles sur votre espace bourse. Et un petit teasing pour le mois prochain, vous aurez un article sur le luxe justement, et donc qui reprendra certains éléments que je vais vous dire ce soir, et donc que vous retrouverez en avant-première dans votre espace bourse. Ça, c'est important parce que, alors oui, c'est un teasing, mais actuellement, vous avez un article qui parle de la stratégie. Qu'est-ce qu'on fait pour cette fin d'année? Ce sont des sujets, vous avez deux types de sujets qui nous intéressent et sur lesquels nos amis de Cap-Hergé travaillent. Soit des analyses purement sectorielles, par exemple le luxe, par exemple l'automobile, que vous allez retrouver dans votre espace bourse, mais aussi des articles qu'on va appeler plutôt stratégiques, finalement. C'est aujourd'hui, quand on s'arrête un peu, comment on peut voir le marché, comment il a évolué, et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut avoir devant nous. En tout cas, ce n'est pas une boule de cristal, bien sûr. C'est vrai que parfois, il y a des soubresauts sur les marchés, mais en tout cas, on essaye de vous donner des clés de compréhension et pour au moins passer un moment plus serein en bourse, parce qu'on sait très bien que la bourse, parfois, c'est des hauts et des bas, et donc c'est un peu compliqué. Donc, ces articles sont très utiles pour ceux qui voudraient simplement se reposer et faire tomber la température. C'est toujours important et on prend souvent une approche en entonnoir un petit peu, c'est-à-dire que on vient essayer de remettre, et c'est l'approche qu'on va avoir ce soir pour vous parler du secteur du luxe, c'est souvent une approche en entonnoir, donc on vient essayer de comprendre un petit peu l'actualité, qu'est-ce qui se passe au niveau des marchés, au niveau du secteur en question, et d'essayer de comprendre l'avenir qu'il pourrait y avoir, les perspectives, alors que ce soit sur la croissance, sur la rentabilité ou sur d'autres éléments financiers. Et derrière, bien sûr, vous poussez des recommandations boursières. Et c'est dans le cadre de, voilà, si le secteur va être en difficulté, comment est-ce que je peux m'exposer, comment est-ce que je peux investir en bourse sur ce secteur-là. Et donc, c'est la finalité un petit peu de ces articles sous forme d'entonnoir. Et là, ce soir, c'est exactement la démarche qu'on va prendre pour cette présentation sur le secteur du luxe. Voilà, donc c'est à ce moment-là qu'on doit quand même vous rappeler que c'est simplement à but purement d'illustration et que je tiens simplement à vous rappeler que l'investissement en bourse comporte un risque de perte totale ou partielle du capital investi. Et donc ce webinaire est donné à titre purement indicatif, informatif, et ne constitue pas un conseil en investissement. Cela étant dit, commençons donc sur cette introduction. On parle beaucoup du secteur du luxe, notamment en France, parce qu'il y a une certaine, le secteur a une certaine prédominance. Pourquoi? En fait, c'est avant tout historique. Les grandes maisons de luxe sont, pour la plupart, beaucoup françaises. Chanel, Vuitton, Hermès, Dior, Cartier, enfin voilà, tous ces noms nous parlent. Et ce sont des personnes qui viennent de France et qui ont monté leur maison au fur et à mesure avant de devenir les grands groupes qui sont aujourd'hui. Et on parle souvent de luxe à la française. C'est ce qu'on fait, enfin, c'est ce qu'on entend souvent dans le secteur du luxe. Et ce qui était intéressant, c'est notamment la région Grand Est joue un rôle important dans le secteur du luxe parce que il y a une production, un savoir-faire, par exemple le champagne, le cuir, et on a décidé de lister un petit peu les différentes sociétés qui viennent de votre région.
et qui ont du talent à l'intérieur du secteur du luxe. Juste pour vous donner une image un petit peu de comment se structure le secteur du luxe, globalement, vous avez forcément entendu parler de LVMH. LVMH, c'est le grand leader du secteur du luxe dans le monde en termes de chiffre d'affaires. Par exemple, quand on regarde le CAC 40, le poids de LVMH au sein du CAC 40, c'est plus de 15%. 15% du CAC 40 est représenté par LVMH. Ça veut dire que si LVMH va baisser en bourse, eh bien, vous avez de fortes chances que ça impacte le CAC 40 et que s'il n'y a aucune valeur pour compenser cet effet-là, eh ben, le luxe va tirer le CAC 40 vers le bas. Donc là, au cours des derniers mois où le luxe a plutôt été en difficulté en bourse, eh bien, typiquement, ça a plutôt fait baisser le CAC 40 et on voit le CAC 40 a baissé au cours des 2 derniers mois et au cours du trimestre dernier. C'est un bon exemple. LVMH, c'est la deuxième capitalisation boursière, donc c'est-à-dire qu'en termes de taille de société, c'est la deuxième capitalisation la plus importante. Récemment, Novo Nordisk s'est passé devant. LVMH était numéro 1 depuis bien des années et le groupe pharmaceutique Novo Nordisk est passé devant récemment, mais ça en reste que ils font partie des plus grands groupes européens en taille. Au niveau de votre région, et c'est ça qui était intéressant aussi de faire le rapprochement, mais on a pris là trois groupes en particulier dans la région Grand Est. La première, c'était le Cristal en Lorraine, la firme Saint-Louis, qui est la plus ancienne cristallerie de France. Donc attaché à la région à la région Lorraine. La deuxième, c'était au niveau de la région Champagne, donc une région qui est connue mondialement et surtout qui a une appellation qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et bon, l'exemple qu'on a voulu prendre, c'était la Veuve Clicquot, qui est la grande dame, donc ces étiquettes jaunes qu'on peut retrouver dans les magasins et qui depuis maintenant appartient à LVMH depuis quelques dizaines d'années maintenant. Et la dernière, c'était une société de cuir en Alsace qui s'appelle les Tanneries Haas. Et en fait, donc ils existent depuis 1842, donc ils existent depuis très longtemps et ils fournissent notamment toutes les grandes marques de luxe pour le cuir, donc pour les sacs à main, les chaussures, les manteaux. Et donc ils travaillent avec les plus grandes marques comme Chanel, Vuitton ou encore Hermès, un gros fournisseur de Hermès. Et donc c'est important quand même de montrer que quand on voit les perspectives de la mondialisation et des sociétés qui sont parties se déplacer dans d'autres régions, que la France a gardé quand même son terroir et que le secteur du luxe a permis de garder tout un tas d'industries en France, et notamment dans la région Grand Est. Et donc on trouvait que c'était intéressant de revenir sur ce point-là. Oui, on peut quand même citer d'autres grands noms, hein, quand vous pensez aux voitures Bugatti en Alsace, le Cristal, on a parlé, mais on a aussi quand même Baccarat. Baccarat, c'est quand même français, ça a été à un moment coté en bourse, et c'est un petit bijou lorrain. Lalique aussi. Moi, je suis plus Krug et côté Champagne, mais c'est aussi une valeur qu'on peut citer, ou encore les émaux de Longwy. Et puis côté décoration, Zuber qui fait des papiers. Enfin, très intéressant de noter et de rappeler que tous les grands noms du luxe français sont aussi liés à notre histoire politique, hein. Le champagne s'est développé énormément à la cour de Louis XV, et vous avez un avant et un après. Je rappelle juste que c'est avant Colbert, avant Louis XIV, la France importe du luxe, notamment d'Italie. Souvenez-vous du verre et des miroirs vénitiens. Et puis, à partir de Louis XIV, la France devient véritablement le centre du luxe dans le monde. Et il y a un showroom, pas très loin de Paris, et ce showroom s'appelle le Château de Versailles. Donc, qui a quand même lancé des modes et qui est devenu un petit peu l'endroit où tous les grands aristocrates du monde passaient à Versailles pour avoir des idées de décoration. Donc, il y a un avant et un après. Et le luxe français, c'est pas simplement qu'une histoire économique, mais c'est aussi une histoire nationale et qui nous touche, puisque il suffit simplement de se promener dans nos plus beaux musées pour en trouver traces. Et l'Alsace, la Lorraine et la Champagne, bien sûr, ont leur place très importante, comme tu viens de l'expliquer. Donc c'était une bonne introduction en matière, et maintenant essayons de comprendre l'objectif de ce webinaire sur le secteur du luxe.
Comment ça va se passer au niveau plan? On va commencer par parler du contexte un petit peu de marché dans lequel on évolue aujourd'hui et dans lequel le luxe évolue aujourd'hui. Et en fonction de ce contexte de marché qui, on le sent, plus difficile pour le deuxième semestre et pour 2024, comment est-ce qu'on peut s'exposer au secteur du luxe? L'objectif, c'est de mélanger actualité et exposition boursière. Et donc, on va prendre deux approches qui nous semblent intéressantes aujourd'hui pour s'exposer au niveau du secteur du luxe. Cette première approche, c'est une approche diversifiée, que ce soit en termes de produits ou en exposition géographique pour les groupes, pour les exemples qu'on va vous donner. Et la deuxième approche, c'est qu'on va privilégier des marques qu'on dit absolues, c'est-à-dire des marques très iconiques, qui ne connaissent jamais la crise, entre guillemets, ou en tout cas très peu. Et donc, à chaque fois, on va venir citer en exemple trois grands groupes français du secteur du luxe, LVMH, Hermès et Kering. Et donc, en conclusion, toujours cette forme un petit peu d'entonnoir, on viendra vous donner nos recommandations à la fin du webinaire sur ces trois valeurs-là et pourquoi est-ce qu'on est à l'achat ou on ne l'est pas sur ces valeurs-là. Voilà un petit peu comment ça va se dérouler. L'objectif, c'est, comme vous disait Rodolphe, n'hésitez pas à poser des questions. On pourra s'interrompre pour y répondre. Ça permettra de ne pas faire un cours magistral sur le secteur et sur l'exposition. C'est toujours plus intéressant pour tout le monde. Donc, je vous parlais de cette première étape qui est toujours intéressante pour se situer un petit peu dans le temps et savoir comment aujourd'hui se comporte le secteur du luxe. On a passé entre guillemets le troisième trimestre, mais dans les chiffres n'ont pas été encore publiés. Donc jusqu'à présent, ce qu'on a, c'est le premier semestre. Et en fait, on a vu que le secteur avait bénéficié d'un très fort rebond, comme le reste des marchés actions, sur le premier semestre, pour un certain nombre de raisons. L'une des principales raisons, c'est effectivement l'anticipation d'un rebond de l'économie chinoise. Ça, c'était ce qu'on avait vu entre janvier et globalement mai-juin dernier. Les investisseurs ont racheté le secteur du luxe parce qu'effectivement, ils attendaient que la Chine redémarre et redémarre significativement après la période de Covid dont elles étaient sorties définitivement en termes de restrictions sanitaires en fin d'année dernière. On se souvient juste, moi ça m'a beaucoup marqué, mais on se souvient de ces files d'attente juste après le confinement dans les villes chinoises, et les gens ne sont pas allés finalement à la boulangerie, mais ils sont allés faire la queue devant Dior ou Vuitton. Donc ça en dit beaucoup sur l'importance du marché chinois pour les entreprises. Tout à fait. On a appelé d'ailleurs ces ventes tout de suite après la réouverture des boutiques, etc., les revenge sales, donc c'est-à-dire les ventes revanchardes, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, les gens étaient un peu frustrés, en tout cas une certaine catégorie de la population chinoise était frustrée de ne pas pouvoir avoir acheté pendant une certaine période, parce que le e-commerce existe très peu dans les hautes sphères du luxe, et donc il y avait une vraie revanche, entre guillemets, d'aller chercher ces nouveaux produits et ces produits, et donc des explosions en termes de seuil de vente sur les premières journées qui avaient suivi la réouverture des boutiques. Le deuxième élément qui avait soutenu le marché du luxe, ça a été la résilience du marché américain. Le marché américain est un gros marché pour le luxe aussi, hein, quasiment, on va en parler après, mais quasiment un quart des ventes du secteur du luxe. Et on ne s'attendait pas forcément à ça, mais sur le premier semestre, il y a une bonne résilience, c'est-à-dire que les gens ont continué de consommer et les craintes sur le ralentissement macroéconomique qu'on voyait n'a pas eu lieu et les gens ont continué de consommer. Un autre élément aussi, ça a été les flux touristiques. On a eu le retour des flux touristiques, même si la population chinoise n'était pas concernée par ça, mais le reste des grandes régions dans le monde ont pu revoyager. Donc ça, c'était un élément qui a soutenu aussi le luxe, parce que dans tous les grands aéroports, enfin dans la plupart des grands aéroports, vous retrouvez par exemple des boutiques de luxe, et c'est un élément qui est important à notifier. Donc des bons chiffres pour le secteur du luxe, une activité qui a été très nettement au-dessus des niveaux de 2019. Pour vous donner un chiffre, LVMH, par rapport à 2019, les niveaux de vente qu'on avait sur le premier et le deuxième semestre en 2023 étaient quasiment 50% au-dessus de ce qu'ils faisaient en 2019. Donc en gros, l'aspect avant Covid était totalement balayé et les groupes ont réussi à bénéficier d'une très forte croissance. Et donc, ça a été salué aussi par les investisseurs et en bourse pour ces groupes-là.
Globalement, il y avait un autre élément qui a joué aussi, c'était l'inflation. On en a beaucoup parlé cette année, on continue à en parler beaucoup. Et les marques de luxe ont passé des hausses de prix sur leurs produits. Et donc, c'est un élément supplémentaire, hein. Vous avez deux éléments qui jouent dans la croissance des ventes. Le premier, c'est les volumes. Donc, vous vendez plus de sacs, plus de chaussures. Et le deuxième, c'est les prix. Si vous vendez plus cher, eh bien, vous faites une croissance plus importante. Donc ça, c'est globalement ce qu'il y avait pour le premier semestre, donc plutôt positif. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ce deuxième semestre? De ce deuxième semestre, il y a beaucoup plus d'incertitudes, beaucoup moins d'optimisme. Pourquoi? En fait, on se rend compte que le redémarrage en Chine est beaucoup plus compliqué que prévu. L'économie tarde, beaucoup de chômage chez la classe moyenne, chez les jeunes. Donc ça, c'est un élément qui a beaucoup pesé et qui a pesé sur le secteur à partir de mai-juin dès cet été. Et donc un élément important. Le marché américain, on voit qu'il commence à ralentir depuis la période de l'été. Et en fait, la base de comparaison, c'est-à-dire que quand on est analyste financier, on regarde les chiffres qui sortent et en fait, on vient les comparer avec qu'est-ce qui s'était passé l'année dernière. Et en fait, l'année dernière, les États-Unis avaient bénéficié, enfin l'Amérique du Nord et les États-Unis avaient bénéficié de très forts taux de croissance, ce qui fait qu'en fait, à la même période cette année, ça va être compliqué de battre ces très forts taux de croissance qu'on avait eu sur le deuxième semestre. Et donc, ça, c'est un élément qui est important à prendre en ligne de compte parce que ça veut dire qu'il risque d'avoir un ralentissement des niveaux de croissance au niveau des ventes sur le deuxième semestre. Et par rapport à avant le Covid, donc par rapport au chiffre de 2019, on est quand même un peu au-dessus. Donc, très nettement au-dessus. Finalement, l'année dernière, c'était une sorte de rattrapage un peu prolongé des confinements. Et... Tout à fait. 2020 a été un petit peu une année off, mais 2021, 2022, des très bonnes années. Et en fait, on arrive avec derrière nous dans le rétroviseur deux très bonnes années. Et en fait, 2023, à un moment, vous pouvez pas, on cite toujours l'expression en finance, on peut pas passer au-dessus casser le plafond de verre où les arbres ne montent pas au ciel. Globalement, c'est voilà, au niveau croissance, on ne pourra pas au deuxième semestre avoir les mêmes niveaux qu'on a connus au cours du premier semestre ou l'année passée. C'est important d'avoir cette notion-là en ligne de compte parce que ça veut dire que voilà, le marché progressivement va ralentir. À côté de ça, on a une publication qui a été plutôt décevante pour LVMH au premier semestre cette fois-ci, qui a annoncé, qui a commencé à préparer le marché sur voilà, ce ralentissement qu'ils attendent sur les trimestres à venir. Et puis, les hausses de prix dont je vous parlais, qui ont soutenu les ventes en 2022, eh bien, cette année, ça va être compliqué de passer les mêmes hausses de prix parce que vous pouvez augmenter le prix des produits, mais vous ne pouvez pas l'augmenter indéfiniment. Et donc, l'ensemble de ces éléments fait qu'aujourd'hui, on est dans un contexte qui est plutôt compliqué. Le secteur a pas mal baissé. LVMH, sur les 3 derniers mois, c'est moins 16% en bourse. Donc, c'est à voir quand même en ligne de tête, en ligne de compte, pardon. Et il y a une certaine volatilité au niveau des valeurs du luxe qui a augmenté sur ces valeurs-là. Et donc, qui fait qu'on est dans un contexte aujourd'hui où il y a des incertitudes et on pense que c'est important de prendre en compte ces incertitudes pour gérer son exposition sur le secteur du luxe en bourse. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a créé ce webinaire et que nous allons passer sur la première partie qui est pour nous, on pense qu'il faut avoir une approche diversifiée. Donc, je vais m'expliquer. Qu'est-ce que je veux dire par approche diversifiée? C'est une approche diversifiée en termes de produits et en termes de région géographique. La diversification, c'est un peu comme votre portefeuille boursier, ça marche de la même manière. Si vous avez qu'une seule société dans votre portefeuille, eh bien, si la société va bien, ça va bien marcher. Si la société va mal, eh bien, votre portefeuille va beaucoup baisser. Donc, un des objectifs que certainement votre conseiller en bourse vous donne, c'est de diversifier, d'avoir une dizaine de lignes au moins, que si vous vous ratez sur une ligne, eh bien, vous en avez 9 qui peuvent compenser. Donc, ça marche un petit peu de la même manière avec un groupe de luxe. On pense que une approche diversifiée sur un certain nombre de produits vous permet de se dire que si jamais la tendance n'est pas bonne sur les sacs à main et que les chaussures prennent le relais, eh bien, si vous êtes exposé aux deux, ça va vous permettre de compenser une tendance éventuellement baissière que vous allez avoir sur les chaussures. Je vous donne un exemple très bête, mais bien sûr, dans la réalité, ça ne marche pas aussi bien, mais ça vous donne un petit peu l'idée qu'on a par rapport à ça.
De la même manière, sur une exposition géographique, si vous êtes exposé que à la Chine ou que aux États-Unis, eh bien le jour où le marché ralentit, vous allez ralentir beaucoup plus que les autres qui sont diversifiés en termes de position géographique. On l'a vu notamment avec les vendeurs de vin bordelais. Qui sont très exposés à l'Asie-Pacifique. Notamment au marché américain, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a peut-être des campagnes d'arrachage parce que le domaine viticole un peu souffre de ce côté-là, parce que, notamment souvenons-nous un peu des fameuses lois de douane qui sont passées aux États-Unis il y a du temps de Donald Trump, où on augmentait la taxe, et finalement votre bouteille qui valait 20 € en France était vendue $200 sur les tables à New York. Donc ça pouvait être un problème, donc diversifiez bien. J'avais ce rapprochement-là avec le champagne. Quand il y a eu le Covid avec l'Angleterre, les Anglais sont des grands consommateurs de champagne. Et donc, quand les frontières se sont effectivement refermées, où les Anglais ne pouvaient pas sortir, etc. Enfin, sauf peut-être Boris Johnson pour fêter son anniversaire, mais voilà. Et en fait, l'industrie du champagne a été beaucoup impactée par cette exposition à l'Angleterre et par cette baisse de consommation au moment du Covid. Donc, vraiment, cette importance de la diversification. Vous voyez, il y a on a mis 3 graphiques, mais globalement, c'était pour vous montrer comment est-ce qu'étaient réparties les dépenses du secteur du luxe. Donc aujourd'hui, on se concentre uniquement sur les biens personnels du luxe, là, sur lesquels sont LVMH, Hermès et Kering dont on vous parle. Bien sûr, vous avez un autre très gros marché dans le luxe qui sont les voitures de luxe. On parlait de Bugatti tout à l'heure, et donc qui est hors de notre scope aujourd'hui. Et à l'intérieur en fait de ces biens personnels du luxe, qu'est-ce qu'on retrouve? Effectivement, on retrouve tous les produits qui sont liés au cuir, les sacs à main, je vous parlais, les chaussures, ce type de produits, le marché de la beauté. On connaît un très gros acteur en France aussi qui s'appelle L'Oréal, qui est très présent sur ce marché-là. Mais LVMH, par exemple, est présent aussi sur ce marché. Et vous avez également les vêtements, donc tout le prêt-à-porter qui correspond effectivement à ce marché-là. À côté de ça, on retrouve aussi bien sûr les montres, les chaussures, la bijouterie. Ce sont pareil des secteurs qui sont très spécifiques, mais où nos groupes français, par exemple, je pense notamment aux montres, à l'horlogerie, sont moins exposés. On a des acteurs qui sont notamment suisses, cette fois-ci, qui prennent le relais sur des très grandes marques de montres. Mais LVMH est également un petit peu exposé sur ce secteur-là. Globalement, sur le dernier graphe, on voit le niveau des grands pays ou des grandes régions qui dominent le marché du luxe. Donc, je vous parlais de l'Amérique, qui est un marché important. Et la date de 2022 est importante à avoir en ligne de compte parce que vous voyez que la Chine, ce n'est que 21%. Et en fait, 2022 était une année exceptionnelle, étant donné que vous avez eu tous les frontières qui étaient fermées et beaucoup de magasins et de restrictions sanitaires qui ont pesé sur ce chiffre-là. Donc 21%, c'est pas vraiment le vrai chiffre du marché du luxe pour la Chine, qui est quasiment en temps normal le premier marché du luxe dans le monde. L'Europe est derrière normalement, donc ça fait plutôt Chine, États-Unis et Europe en troisième position. Par rapport à ces éléments-là, ce qui va être intéressant, c'est de vous donner 3 exemples avec LVMH, Hermès et Kering pour que vous compreniez qu'est-ce que j'entends par approche diversifiée. Donc, on parlait d'LVMH avant en tant que grand leader dans l'industrie. LVMH, il faut savoir que c'est 75 marques différentes qui sont réparties dans 5 divisions de produits différentes. Et donc, là, on parle vraiment de diversification. Il y a le groupe est vraiment très bien diversifié et on le voit, ils ont racheté récemment Tiffany aux États-Unis, qui a permis d'augmenter leur exposition au pays. Et ne serait-ce qu'en termes de chiffre d'affaires, voilà, 36% du chiffre d'affaires se fait en Asie, 22% en Europe et 24% aux États-Unis. Voilà, globalement, ça vous donne une idée. On est quasiment un quart dans ces 3 grandes régions. Et ces 5 divisions différentes permettent au groupe voilà, d'encaisser. À un moment, ça se passe un petit peu moins bien dans les montres et dans la bijouterie. Et bien, le prêt-à-porter est là pour compenser. Au niveau du vin, des spiritueux, ils sont aussi présents. On parlait avant de la Veuve Clicquot. Donc, il y a une vraie diversification au sein du groupe. Hermès, c'est pas tout à fait pareil. Hermès, c'est une marque, en fait,
une seule marque, mais qui est déclinée en fait dans tout un tas de produits. Il y a un seul marché où ils sont vraiment pas forcément présents, c'est le marché de la beauté, mais sur tous les autres segments de produits dans le luxe, on retrouve Hermès, que ce soit dans une tasse pour boire son café le matin, ou pour les cravates, les chaussures, les montres, ce type de produit. L'équitation, tout à fait, le cuir avec les selles, etc. Ça reste un segment qui reste encore très important pour Hermès aujourd'hui et qui tient une part importante du chiffre d'affaires. Et le parfum, parce qu'il y a Terre d'Hermès. Tout à fait. Tu le vois comme étant un monde un petit peu à part, la parfumerie versus la beauté, comme on peut retrouver par exemple chez L'Oréal. C'est vraiment un segment particulier, le parfum. Exactement, tout à fait, ouais. On l'a vu encore récemment parce que beaucoup de groupes de luxe se sont mis à racheter effectivement des marques de parfums. Kering était le dernier en date, il me semble, sur une marque très ancienne française. Et c'est vraiment une catégorie de produits à part. C'est vraiment le parfum et la cosmétique sont vraiment deux choses différentes. On ne considère pas les fragrances des parfums de la même manière que des produits de maquillage ou de beauté. Donc voilà, un positionnement très haut de gamme pour Hermès et un groupe diversifié avec une seule marque, entre guillemets, enfin, quasiment une seule marque, et réparti sur tout un tas de catégories de produits. Donc la diversification, elle est quand même là. Ouais, par attention, c'est un trompe-l'œil. Hein. Il y a la marque on peut dire, c'est qu'une seule marque, alors qu'en réalité, derrière, c'est tout un univers propre qui transcende les marchés et les produits. Donc ça, c'est bien à garder en tête. Tout à fait. Voilà. Toujours creuser un peu et voir ce que font réellement les entreprises. C'est l'objectif effectivement de ce webinaire, c'est de vous familiariser avec ces trois grands groupes. Et on va terminer sur Kering. Kering, c'est un groupe qui a qu'on ne connaît pas comme ça juste en termes de Kering, mais on le connaît notamment à travers sa marque qui est sa principale marque, Gucci, marque d'origine italienne, que le groupe a racheté. Et donc, en termes de diversification, il y a un problème au sein de Kering, c'est effectivement la prédominance de la marque Gucci. Gucci, juste pour vous donner un chiffre, globalement, à l'intérieur de la valeur de Kering, Kering a d'autres marques, hein, ils ont Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, mais la problématique, c'est que Gucci tient une part trop importante dans la valeur de Kering. Nous, on estime cette part à 60% du chiffre d'affaires. Enfin, 60% de la valeur de Kering aujourd'hui est détenue et correspond à Gucci. Et on trouve que cette prédominance-là est quand même un certain risque. Et même si le groupe est bien diversifié géographiquement, c'est-à-dire qu'il est présent à peu près comme LVMH dans les mêmes pourcentages en Europe, en Asie et aux États-Unis, le fait est que Gucci étant trop important, ça peut correspondre à un risque pour ce groupe-là, au niveau de la diversification. À la différence de LVMH, Kering a quand même une sorte a du premium, par exemple, dans son portefeuille de marque. C'est-à-dire qu'il n'est pas que du luxe, comme on peut avoir chez LVMH, où finalement on peut faire la liste de toutes les marques LVMH, elle coche toutes les cases du luxe, alors que chez Kering, il y a toujours eu, et il essaye un petit peu de monter un petit peu en gamme, entre guillemets, ce qui nous amène finalement à savoir un peu, au fond, c'est quoi le luxe? Parce que comment on fait la différence entre deux marques qui peuvent nous paraître chères? Est-ce que c'est le prix qui fait que c'est du luxe? Est-ce que c'est le savoir-faire qui est derrière? Est-ce que c'est la fameuse élasticité donc plus j'augmente mon prix, les gens me suivent et voilà. Finalement, c'est en deux mots, pour qu'on puisse voir un peu la différence entre les deux. C'est effectivement ça va me permettre de faire la transition sur la prochaine partie qu'on va présenter. Mais Kering, historiquement, effectivement, avait des marques dans son portefeuille, telles que Puma, par exemple. Donc Puma, marque de sportswear, entre guillemets, faisait que, historiquement, Kering a toujours pâti d'une décote par rapport au reste du secteur du luxe, parce qu'effectivement, ils avaient un portefeuille qui était moins premium, moins haut de gamme. Et un des éléments qui fait que votre marque est moins, entre guillemets, premium et absolue, c'est le terme que je vais expliquer sur la prochaine partie, c'est effectivement votre clientèle, votre résistance par rapport à des hausses de prix, tous ces éléments-là. Et donc, ça me permet effectivement de faire une bonne transition sur la deuxième partie. On a vu la diversification au niveau des portefeuilles de produits et géographiques, son importance. Et là, on va voir effectivement l'importance d'avoir
pour des groupes de luxe des marques ultra premium, donc très haut de gamme, et le terme qu'on va employer ce soir, c'est absolu. Absolu, en fait, c'est de vous dire que les critères que vous respectez sont, entre guillemets, très élevés. Ça passe par l'image de marque, donc avoir une image de marque très haute. La clientèle, avoir une clientèle donc très haut de gamme qui peut se permettre d'acheter régulièrement vos produits. Ça passe aussi par c'est ce qu'on parlait sur l'élasticité, mais on ne reviendra pas sur ce terme difficile, mais en tout cas, ça veut dire que quand vous passez des hausses de prix, il faut que votre clientèle puisse continuer à acheter. Et donc, globalement, ce type de marque aura beau augmenter ses prix, entre guillemets, indéfiniment, les gens seront toujours prêts à l'acheter parce que l'image de marque, l'intemporalité de ce type de produit ces marques-là seront effectivement intemporelles dans le temps parce que elles ne sont beaucoup moins sujets au niveau des tendances de mode. Et en gros, même dans 20 ans, globalement, un sac à Hermès coûtera au moins le même prix que vous l'avez acheté neuf parce que le marché de l'occasion continue à apporter ces marques-là. Et on le voit effectivement dans le temps que un certain nombre de produits sont intemporels et qu'aujourd'hui, on continue à porter des sacs Chanel qu'on avait 20 ans, 30 ans en arrière. Et donc, ça montre un petit peu cet aspect absolu dans les marques parmi les marques du secteur du... Ils deviennent même des investissements. Hein. Si on pense aux montres, c'est très bien qu'une montre, dès que vous sortez d'un magasin de montres de luxe, au lieu de perdre un peu de valeur, comme c'est le cas de beaucoup de biens de consommation, et ben au contraire, prendre de la valeur. Exactement. Donc finalement, et pourquoi est-ce que ça prend de la valeur? C'est parce qu'il y a une forte demande qui est derrière. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des carnets de commandes qui sont limités. Hein, l'exemple des montres est flagrant. Il y a une production qui est limitée. Et donc, si vous avez une production qui est limitée et une forte demande, eh bien, forcément, le marché secondaire, donc le marché de la seconde main, comme on dit, fait exploser les prix. Et donc, vous êtes prêt à acheter beaucoup plus cher un produit parce que vous ne pouvez pas l'avoir tout de suite en termes de production. Donc, je vous parlais des marques absolues. Donc, effectivement, il y en a deux parmi les groupes qu'on a cités. Donc, c'est Hermès et Christian Dior. Christian Dior qui appartient à LVMH. On y reviendra après pour les spécificités au niveau des groupes. Mais voilà, donc pourquoi est-ce qu'il y a une importance au niveau des marques absolues? C'est vraiment, vous êtes, entre guillemets, protégé des moments de ralentissement macroéconomique, des récessions, parce que vous avez une clientèle qui est prête à continuer à acheter vos produits et qui ne connaît pas la crise. Donc, vous avez un excellent pouvoir de fixation aussi des prix qui vous permet voilà, de maintenir vos marges dans le temps. Et donc, c'est vraiment les aspects positifs d'avoir des marques absolues dans son portefeuille. Côté de ça, on pourrait avoir un certain inconvénient, c'est-à-dire que vous avez un nombre de clients qui est limité. Tout le monde ne peut pas se permettre de se payer du Hermès, tout le monde ne peut pas se permettre de se payer du Christian Dior. Donc, vous visez un nombre de personnes limité, mais en tout cas suffisamment fortuné, entre guillemets, pour pouvoir se payer ces produits-là. D'où l'importance du marché émergent, notamment chinois, où de toute manière, par l'effet de masse de la population, puisqu'il y a un gros travail des autorités chinoises pour faire monter, entre guillemets, la population à un niveau de vie un peu supérieur, mécaniquement, vous allez avoir des gens qui vont se retrouver millionnaires, et, parce que l'économie chinoise en produit. Finalement, les Chinois produisent beaucoup de riches, et donc finalement, c'est un peu ces relais de clients qu'on recherche tous, enfin, tous ces groupes recherchent. Même dans les moments la transformation en fait du haut de la classe moyenne. Enfin, les groupes de luxe aujourd'hui targetent il y a une classe ultra riche qui est déjà targetée par les marques de luxe aujourd'hui, mais l'espoir pour les 10-15 prochaines années, c'est d'aller targeter la classe moyenne. Et donc la classe moyenne qui va s'enrichir et qui va passer effectivement dans le haut du top entre guillemets riche. Dans ces pays-là. Donc, dans tous les pays émergents, effectivement, les marques de luxe targetent aussi la classe moyenne qui est en devenir à ce niveau-là. Les deux autres catégories de produits qui sont aspirationnels ou accessibles, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces marques parce que c'est pas l'objectif aujourd'hui. C'était vraiment que vous compreniez bien pourquoi est-ce que avoir des marques absolues dans son portefeuille a une importance. Et notamment dans les périodes plus compliquées économiquement, on voit des ralentissements au niveau de l'économie qui risquent de s'amorcer, mais
les marques aspirationnelles ou les marques accessibles sont par exemple beaucoup plus en difficulté en fonction des fluctuations de mode. Vous allez avoir certaines modes qui vont faire que certaines marques vont être mises en avant, d'autres pas. Et donc, votre clientèle étant moins premium et votre image de marque étant moins premium, vous allez avoir parfois des volumes très importants. Mais quand la mode va se retourner et que ça va être sur une autre catégorie de produits, eh bien, vous allez avoir votre marque qui va être moins privilégiée. Et donc, ce suivi aux tendances est quand même risqué pour un portefeuille de marque. Je profite juste pour de prendre une question finalement. Quelle est la place en fait des nouvelles marques qui peuvent émerger pour arriver jusqu'en haut? Parce qu'on voit que c'est une pyramide. Prenons un exemple, Ralph Lauren. Ralph Lauren, ça coûte ce que ça coûte. C'est diversifié. Il y a Ralph Lauren, Home. Voilà, c'est un petit empire très, très connu. Mais comment on fait pour passer finalement, est-ce que quand on lance une marque de luxe, aujourd'hui, on est obligé de passer par l'accessible, l'aspirational, l'absolute? Comment on fait pour gravir un peu la montagne? Alors, je pense qu'il y a ton exemple sur Ralph Lauren. Donc, je pense que c'est très compliqué pour une marque d'avoir, quand on commence, quand une marque se lance, elle a un positionnement, une image de marque. Et donc, c'est très compliqué de faire évoluer une image de marque en commençant, par exemple, à un niveau accessible et en voulant passer en absolu. C'est des choses qui sont très compliquées et qui arrivent très rarement. Par contre, effectivement, vous pouvez créer une marque. Et donc là, partir de rien et essayer d'aller targeter le type de clientèle absolue, entre guillemets. Enfin, le haut de la pile de la clientèle. Et donc, si vous partez de rien, vous pouvez essayer de vous monter une image de marque. Et il y a des marques qui ont réussi dans les pays émergents ou dans notre région en Europe. Mais c'est quand même très compliqué. Et le marché du luxe, c'est quand même un marché qui est réparti entre quelques grands acteurs. Et si vous créez une marque qui marche bien, eh bien, vous avez de fortes chances de vous faire racheter par un des grands groupes du luxe, parce que ça va soutenir leur niveau de croissance et ils vont réussir à créer des synergies en vous rapprochant de leur niveau de clientèle. Et Un petit peu ce qu'on pourrait citer pour Brunello Cucinelli, petite marque italienne qui fait du cachemire. Vous allez en Ombrie, dans le cœur de l'Italie, c'est très beau, c'est verdoyant. Il n'y a pas que la Toscane. Et finalement, c'est l'image même d'une marque qui a été lancée par son fondateur qui a le même nom, hein, bien sûr, mais qui est parti de rien du tout. Un fils de paysan, et maintenant, on va faire une marque tout en haut du classement pour les amoureux des belles laines, on va dire. Pour les périodes de froid où on n'est pas encore rentré, ouais, effectivement. Donc, voilà l'objectif de se dire pourquoi est-ce qu'il faut s'exposer aux marques qu'on dit absolues. Et on va passer au niveau des 3 exemples qu'on s'est donnés, qui est LVMH, Hermès et Kering. À l'intérieur de ces groupes-là, quelles sont les marques qui sont absolues? Donc, à l'intérieur de la maison LVMH, à l'intérieur du groupe LVMH, il y a la maison Christian Dior, dont je vous parlais précédemment, qui est donc une marque absolue et qui est historique en France, hein, on le citait parmi les familles françaises du secteur du luxe. Et donc, clairement, pour le portefeuille de LVMH, c'est un élément qui est très important. À côté de ça, vous avez la marque Louis Vuitton. Donc, même si effectivement, elle n'est pas absolue, entre guillemets, elle reste aspirationnelle. Mais la taille de la marque est énorme. Le chiffre d'affaires de Louis Vuitton, c'est 20 milliards d'euros. C'est très conséquent. Et donc, effectivement, quand vous avez une taille comme ça, forcément, c'est un avantage dans votre portefeuille et dans votre présence sur le marché du luxe. Donc, c'est quand même, même si la marque n'est pas absolue, on voulait quand même le mettre en avant. Et donc là, on citait notamment des marques de prêt-à-porter, mais dans la joaillerie, dans les montres, etc. Et Bulgari et Tiffany sont aussi 2 marques de Tiffany qui a été rachetée par LVMH l'année dernière. Et donc Bulgari, il y a plusieurs années auparavant. Et donc, sont aussi des marques qui sont bien représentatives du niveau de gamme du groupe LVMH. Tiffany, le rachat avait fait sensation aux États-Unis parce qu'il l'a vu comme étant une attaque à la culture américaine, notamment parce que LVMH avait à un moment évoqué l'idée de changer la couleur du packaging. Le fameux
bleu vert, très, très pâle. Ils ont pensé à mettre du jaune, donc crime de lèse-majesté sur la 5e avenue. Mais intéressant aussi par rapport à Tiffany, mais donc effectivement marque d'origine américaine, mais dont le marché est très important en Chine. La mode à une époque était effectivement de se marier avec des alliances de chez Tiffany. C'était le grand luxe entre guillemets pour les jeunes mariés, les mariés en Chine, c'est effectivement de porter du Tiffany. Donc marque américaine, mais avec une bonne exposition à la Chine. Hermès, on ne présente plus Hermès, hein, son côté désirabilité, iconique, intemporel. Voilà, on a toujours quelques exemples, hein, comme le sac Kelly ou le sac Birkin que récemment qu'on entendait. Le sac Kelly, donc l'exemple vient de Grace Kelly. La légende voudrait que dans les années 50, quand Grace Kelly est passée princesse de Monaco, elle portait en fait sur certaines photos le sac devant elle pour masquer en fait son début de grossesse. Et le sac a gardé ce nom-là, Kelly, depuis ces années, et c'est devenu historique en termes d'image de marque. C'est Albert II qui était sans doute derrière. Oui, tout à fait. Pas derrière le sac directement, mais... Et pour vous donner un ordre d'idée, un sac Kelly, c'est le prix d'achat, c'est entre 7 et 8 000 euros. Donc c'est quand même un prix conséquent. Mais le marché secondaire, donc le marché de la seconde main sur les sacs Kelly, peut aller jusqu'à 80 000 euros. En fait, vous avez des capacités de production pour ces groupes-là qui sont limitées dans le temps. Et donc, ce côté désirabilité, ce côté absolu, en fait, est aussi soutenu par ce marché secondaire où les gens sont prêts à mettre des sommes folles, entre guillemets, 10 fois le prix du neuf pour acquérir le sac à main Kelly. Et donc, ça vient soutenir votre image de marque, d'avoir un marché secondaire aussi puissant. Et donc, on a, avec le décès de Birkin, de Jane Birkin, on avait le sac à main Birkin qui est revenu un petit peu sur le devant de la scène aussi. Mais voilà, c'est des carnets de commandes qui sont pleins sur 3-4 ans avant de recevoir un sac, et donc des gens qui sont prêts à dépenser des fortes sommes pour pouvoir les acquérir. Et c'est, je pense, le parfait exemple de ce qui peut correspondre à une marque absolue en termes pour vous donner un ordre d'idée. Globalement, chez Hermès, Hermès sur le prêt-à-porter, les taux d'écoulement, donc c'est-à-dire qu'on regarde les niveaux des stocks, et en fait les stocks restent tellement peu, donc c'est le taux d'écoulement des stocks, il est très 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 élevé. En gros, dès que les stocks arrivent dans les magasins, tout de suite ils partent. Enfin, c'est quasiment tout est vendu. Donc aujourd'hui, ces groupes-là travaillent sur leur capacité de production pour les augmenter, de manière à pouvoir un peu plus pouvoir faire face à la demande des clients à ce niveau-là. Donc c'est vraiment c'est intéressant de toujours avoir en ligne de compte ces éléments-là pour ces grands groupes. Donc Kering, notre dernier exemple, position qui est au niveau de ces marques un peu plus axée sur de la tendance ou de la mode. Et donc effectivement, cette prédominance de Gucci fait que le portefeuille de Kering n'a pas de marque absolue, et donc ça va être certainement un défaut pour le groupe, notamment dans des périodes de ralentissement où la demande va être plus exigeante, ou en tout cas va regarder que le haut du panier. Et donc voilà, cette exposition entre guillemets plus faible de la part de Kering peut poser des difficultés pour un groupe comme ça, surtout qu'en fait vous avez en plus de ça une transition qui se fait, c'est-à-dire que le directeur artistique qui était depuis plusieurs années, je pense que c'est presque 10 ans, qui s'appelait Alessandro Michel, qui était le directeur artistique de la marque de Gucci, qui avait vraiment remis Gucci sur le devant de la scène. Donc à ce moment-là, le caractère mode était vraiment un gros avantage pour Kering parce que tout le monde se mettait à acheter du Gucci et voulait du Gucci. En fait, Alessandro Michel est parti et a été remplacé par Sabato De Sarro, qui est donc le nouvel directeur artistique et qui est en train de travailler sur les collections, mais pour l'instant qu'elles ne sont pas encore sorties. Et donc vous avez une transition qui se fait à l'intérieur de la marque qui va forcément affecter les ventes, dans le sens où il va falloir attendre que les prochaines collections sortent, parce que les gens ne vont pas vouloir acheter des collections d'Alessandro Michel qui est parti, qui ne représente entre guillemets plus la marque aujourd'hui dans sa temporalité. Donc voilà, un moment entre guillemets difficile pour Kering. Voilà, donc ça va être
ma transition pour vous parler des recommandations. Donc, sans trahir de secret, j'ai été peut-être un peu plus prudent dans ces deux approches que j'ai données sur la diversification du portefeuille et sur le côté des marques absolues. Donc, si je commence effectivement par la première marque dont je vous ai parlé, enfin le premier groupe dont je vous ai parlé, qui était LVMH. Globalement, on apprécie LVMH. On pense que c'est aujourd'hui, au sein du secteur du luxe, il faut s'exposer sur des groupes qui sont solides et qui ont une bonne diversification et un bon portefeuille de marques. Ça tombe bien, LVMH coche ces deux cases. Donc, on a un excellent positionnement, entre guillemets. Et d'être leader sur le marché, ça vous confère quand même une certaine sécurité quand vous traversez des périodes qui sont plus difficiles, et donc plus difficiles comme c'est le cas à l'heure actuelle, avec un ralentissement de la croissance et une inflation qui peut être forte et qui peut peser sur votre consommation de produits. Donc LVMH, effectivement, on est à l'achat et on pense que c'est une valeur qui est intéressante à avoir en portefeuille. À côté de ça, on a Hermès, qui est, alors là, pour le coup, entre guillemets, notre première recommandation à avoir. C'est-à-dire que Hermès, aujourd'hui, je pense que c'est un groupe qui est bien carré. On pense au rapprochement avec le carré d'Hermès, mais son positionnement très haut de gamme lui permet effectivement d'être considéré comme une valeur refuge, c'est-à-dire que je m'explique sur ce terme-là, sur refuge, mais c'est-à-dire que quand tout va mal en bourse, il faut être quelque part et il faut se réfugier entre guillemets sur des valeurs ou des secteurs qui vont avoir tendance à être moins volatiles. Et Hermès en fait coche toutes ces cases-là. On l'a vu effectivement pendant la pandémie en termes de variations boursières, en termes de baisse. Le secteur a rapidement rebondi après les fortes crises qu'il y a eu sur les principaux indices boursiers. Et parce qu'effectivement, les gens considèrent Hermès comme parce que sa marque est intemporelle, parce qu'il y a toujours une clientèle qui est prête à acheter du Hermès. Si c'est pas en Europe, ça sera en Chine ou aux États-Unis. Et donc, lui donne un aspect et une sécurité entre guillemets importante. Et cette sécurité, par contre, effectivement, elle se paye. Très souvent, Hermès est mis en avant pour sa valorisation. C'est une valorisation qui est très élevée. Il y a une prime de valorisation par rapport au reste du secteur du luxe et au reste du marché au global. Et on trouve que cette prime, elle est justifiée, notamment dans un environnement de marché compliqué. Et donc, aujourd'hui, on pense que c'est intéressant d'être positionné sur du Hermès pour ces caractéristiques. Juste pour vous donner un chiffre sur le groupe, aujourd'hui, la trésorerie, donc c'est-à-dire les capacités en termes de liquidité, donc le cash du groupe, et les produits financiers à très court terme, c'est 10 milliards d'euros. C'est-à-dire que demain, si Hermès vend plus un sac pendant plusieurs mois, donc ces 10 milliards d'euros vous donnent quand même un coussin important pour patienter le temps que le stress ou la prochaine pandémie, je ne sais pas, mais intervienne. Et donc voilà, Hermès fait que même si c'est cher, on trouve qu'effectivement dans un contexte actuel, c'est justifié. Dernière recommandation sur le troisième exemple dont vous parlez, Kering. Kering, et donc vous voyez sur la présentation, on est plutôt en orange. Orange, ça va être une couleur qu'on va destiner à une opinion qui est entre guillemets neutre, c'est-à-dire qu'on pense qu'il ne faut pas, si vous l'avez en portefeuille, vous n'êtes pas obligé de le vendre, mais on ne renforcerait pas, et si vous ne l'avez pas en portefeuille, on pense qu'il ne faut pas l'acheter. En gros, Kering aujourd'hui en bourse, je vous parlais d'Hermès qui avait une prime très importante par rapport aux autres valeurs. Et bien là, Kering, en fait, c'est l'inverse. C'est plutôt une décote par rapport aux autres valeurs du luxe, une forte décote. Mais pour autant, même si le titre est pas cher, on ne préfère pas conseiller cet investissement-là parce qu'effectivement, la prédominance de Gucci, comme je vous le disais, dans la valorisation du groupe est trop importante. Et la transition qui est à l'heure actuelle entre les deux directeurs artistiques qui se fait va effectivement peser sur la dynamique du groupe sur les prochains mois au niveau des ventes, mais aussi au niveau de la rentabilité. Et on pense que voilà, dans un contexte de ralentissement économique, le profil de Kering est trop risqué et Kering pourrait par exemple baisser davantage en bourse que Hermès et LVMH.
Et je suis quasiment certain que le groupe a baissé beaucoup plus ces 3 derniers mois qu'un LVMH qui a déjà perdu 15%. Juste pour les personnes qui regardent, tous les éléments portant sur les valeurs, LVMH, Hermès, Kering, seront accessibles sur votre espace bourse dans quelques jours lorsque nous publierons un article sur le luxe. Donc, sur votre espace bourse, vous retrouverez tous ces éléments en clair et en gros. Juste parce qu'il nous reste juste quelques petites minutes. Alors, avant qu'on passe à 2-3 petites questions, je vous envoie dans le fil de conversation un lien, c'est vers un questionnaire, ça nous intéresse parce qu'on veut savoir ce que vous avez pensé de ce moment-là. Donc, allez-y, répondez, ça vous prend. On a fait le test 1 minute 30, donc quelques questions. C'est assez simple et ça va nous aider à améliorer et à faire quelque chose de plus, peut-être plus luxueux la prochaine fois. Il y a juste une question qui est intéressante pour terminer là-dessus, c'est toujours intéressant de citer la Chine. La Chine qui, historiquement aussi, est un pays qui a quand même fait naître une grande industrie du luxe, puisqu'on pense à la porcelaine, qu'en anglais on appelle China, hein. On pense aussi à la soie, on pense aussi à énormément de choses. Et donc la Chine est un pays du luxe, et aujourd'hui c'est un pays qui consomme du luxe qui n'est pas chinois. Pourtant on a quelques petites marques chinoises qui émergent. Est-ce qu'on peut dire, quand on cite par exemple des Shangxia, des Qeelin, pardon pour l'accent, on peut assister à l'émergence d'un luxe dans des pays émergents comme la Chine, et finalement étant peut-être une menace à moyen terme ou long terme pour les marques occidentales? C'est une très bonne question. La réponse est oui. En fait, c'est comme beaucoup de pays, le nationalisme revient en force. Et donc, vous avez une population chinoise qui cherche aussi à consommer chinois, comme nous, on a le Made in France. Eux essayent aussi sur ce pan-là. Alors, bien sûr, les marques françaises déméritent pas, mais on voit apparaître effectivement des marques chinoises de luxe qui arrivent à faire leur place. Essentiellement sur le marché national, beaucoup plus de difficultés sur le marché européen, parce que les Européens vont pas forcément consommer des marques qui sont chinoises, mais il y a un vrai questionnement qui se fait aujourd'hui sur le marché, avec des campagnes de produits qui sont plus en rapport avec j'allais dire les valeurs, mais le style vestimentaire asiatique. Je pense à Chanel qui avait fait des campagnes de produits un petit peu avec ce type d'image. Et effectivement, aujourd'hui, il va y avoir une tendance plus importante. On voit avec la complexité entre la bataille États-Unis-Chine, le nationalisme va vraiment pousser effectivement la consommation de et la force de ces groupes et marques 100% chinoises. Mais en Chine, je pense, et dans d'autres pays émergents, peut-être l'Inde, voilà, d'autres pays du même style, je pense qu'effectivement, il va y avoir une consommation nationale qui va être poussée, ouais, tout à fait. Parce que quand même, le luxe derrière, c'est aussi un style, et c'est bien que tu le rappelles. On reconnaît la mode italienne, le luxe italien, ça veut dire quelque chose. La veste napolitaine, on la reconnaît et on ne la porte pas forcément dans les rues de Strasbourg ou de Metz, donc c'est aussi ça. Et donc finalement, le fait que, et je vais en finir là-dessus, puisque la croissance, quelque part, se fait à l'international, au fond, c'est un secteur qui peut être un peu fragile par le fait que sa croissance se fait en grande partie en Amérique du Nord, en Asie. Et donc finalement, le luxe tel qu'on connaît et qui représente quand même 30% à peu près en tout du CAC 40 est un secteur qui peut être a des pieds d'argile, pour reprendre une vieille expression maoïste. Moi, j'ai un seul chiffre quand on me pose cette question-là à vous donner, c'est il faut quand même mettre en rétrospective qu'aujourd'hui, les gens qui peuvent se permettre d'acheter du luxe en Chine, on parle de 15 à 20 millions de personnes. C'est moins de 1% de la population chinoise. Donc, effectivement, bien sûr, de s'exposer à des groupes qui sont trop exposés à certaines régions, il y a un risque derrière, mais il y a un potentiel du marché en Chine qui reste extrêmement important, d'où le fait que les marques targetent la classe moyenne, etc. Et donc, ouais, s'il y a seulement 1% aujourd'hui de la population chinoise qui consomme du luxe,
voilà, le potentiel quand même reste important sur ces régions-là. Et si effectivement, comme on l'a vu dans les dernières années, la Chine a eu plus de difficultés, ben, vous avez un relais effectivement sur les autres régions. Et la région européenne, en dehors de notre consommation locale, entre guillemets, est aussi très soutenue par le tourisme. Et le tourisme, je ne l'ai pas cité ce soir, mais c'est vrai que le tourisme en Europe joue un rôle important. Et les touristes viennent à Paris pour acheter aussi des produits de luxe, découvrir les boutiques. Et donc, c'est un élément qui peut soutenir la région européenne, qui n'est pas que notre consommation locale, quoi. Très bien. Ben, ce sera le mot de la fin. Très bien. Et on Merci rappelle simplement que tout ce qu'on vient de se dire, vous le retrouverez dans notre espace bourse, dans le cadre du magazine de la bourse que vous devez connaître depuis un certain temps. Et si ce n'est pas le cas, bah, allez-y parce que c'est passionnant. Il y a d'autres secteurs qui sont analysés. Vous verrez la plume d'Adrien et aussi de ses collègues de chez Kepler-Chevreux qui font un travail formidable. Et puis, je peux quand même le dire, on espère vous retrouver très bientôt pour parler d'un autre secteur. On ne sait pas trop encore lequel, parce que les choses viennent, mais on a forcément des choses à se dire et on aura l'occasion de rappeler que ce qui est intéressant, c'est que un secteur, le luxe par exemple, eh ben, vous le retrouvez au coin de la rue parce que ça fait aussi partie de votre histoire et que la bourse n'est pas simplement des flux financiers, mais c'est aussi des belles entreprises et des belles histoires qui sont derrière. On vous remercie. Et merci Adrien, c'était passionnant pour la rester des heures. Voilà, et à très bientôt. Bonne soirée.